Merci Nathalie. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin. Merci à Cyril pour cette mise en perspective passionnante, intimidante à certains points, effectivement, parce que ça pose plein de questions. Je suis effectivement déjà de l'agence créative Publicis Active et je ne suis pas prophète, hein, on ne va pas insulter le futur. Je ne suis pas non plus juriste ni directeur IT. J'accompagne des équipes conseils qui accompagnent elles-mêmes des marques, des équipes, certainement une partie des gens qui sont dans cette salle. Et le but pour prolonger et traverser cette problématique, c'est de vous proposer un retour d'expérience assez pratique, assez accessible et j'espère utile à tous. Et pour commencer en beauté, ce Rex, quoi de mieux qu'une petite page de publicité. Dans notre cas, c'est une copie télé qui est signée Fever. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cette marque, c'est le concurrent de Malte. Malte, cette marketplace de freelance. Et c'est une pub qui, je vais y revenir, pose bien le sujet à l'échelle de nos métiers de créatifs et de communicants. Camille, si tu veux bien. We made this ad with AI and nobody cares. Nobody cares that you use AI. We get it. You used AI. We just care if it works. If it disrupts. Or it converts. Or makes a user dramatically cry. Oh, I love this. Did they use AI? Nobody cares. Nobody cares. AI built this spot. Just make it work fast and they'll give it a shot. Your boss doesn't care an ad when you use AI. That's TMI. She just wants ROI. Like a pen or a brush, AI is only a tool. So don't brag like a pro if you grunt like a fool. Just show what you did. Beyond that, nobody cares. Nobody cares that you use AI. They care about the results. For the best ones, hire Fiverr experts who've mastered every digital skill, including AI. Oh, by the way, did we mention this ad was made with AI? Nobody cares. Alors, pardon pour cette référence anglo-saxonne, mais je pense qu'effectivement, tout le monde a un peu suivi le propos, effectivement caricatural, excessif de cette publicité qui pose bien l'enjeu en niant un peu le lien qui devrait exister entre notre soif d'innovation, hein, Cyril l'a bien dépeinte, d'accélération, on a parlé de vitesse et parfois de précipitation, et en même temps l'impératif de régulation, de recul qu'on doit prendre par rapport à ce type d'outils quand on est aux manettes d'une marque, de campagne qui ont un certain impact auprès des gens à qui on les adresse. Et pour ceux qui connaissent un peu Publicis et l'évolution du profil de ce groupe, hein, un groupe important en communication et marketing, avec de plus en plus d'ingénieurs, d'ailleurs, de plus en plus de tech pour embrasser ces problématiques, aussi avec un profil de plus en plus responsable, puisqu'on se définit plus forcément comme des publicitaires, mais plutôt comme des acteurs du changement, de la transformation marketing responsable des marques. Ça pose effectivement une certaine responsabilité, une certaine obligation dans l'idée de ne pas opposer créativité et responsabilité. Et en pratique, évidemment, comme dans tous les autres secteurs d'activité, on a, et Alexandre y reviendra, analysé de manière très, très pragmatique les impacts que ces solutions pouvaient avoir sur notre chaîne de valeur et l'ensemble des prestations qu'on proposait à nos clients. Évidemment, en parlant de gains de productivité très, très tôt, alors ça, c'est effectivement l'arbre qui cache la forêt, on a tous considéré, on a tous constaté qu'on pouvait gagner du temps sur l'ensemble de nos missions. Mais derrière cet arbre, il y a plein d'autres ressorts intéressants à activer si on le fait en conscience dans l'ensemble du processus créatif, de l'itération à la production de campagne, en passant par le ciblage média ou l'expérience client. Il nous aurait fallu certainement la matinée, la journée, comme le rappelait Cyril, pour couvrir toutes les questions que peuvent poser ce sujet.
Donc, on vous propose, pour prolonger cette discussion, de nous emparer d'un cœur de métier, quelque chose qui est parlant pour vous, pour nous, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, qui est la production d'une campagne, et de sillonner du coup ce travail de campagne, tel un itinéraire pour voir les questions de pratique, éthique qu'on peut se poser quand on crée des textes, quand on crée des images, des sons, des vidéos, qui peut paraître assez simple au demeurant, mais qui demande, in fine, un certain talent et aussi un certain recul pour être bien fait. Et là encore, je vous le disais, je suis pas juriste, et le but, c'est surtout pas faire de conseils juridiques aujourd'hui, et encore moins expert de la tech. Ce que je suis sûr de pouvoir faire ce matin avec vous, c'est de se poser les bonnes questions. À défaut d'avoir les réponses, vous allez voir qu'il y a certains sujets, certaines réflexions où on est un peu au milieu du gué. Il y a un certain nombre de débats techniques, légaux, qui nous forcent à prendre un peu de recul. Mais déjà, en prendre conscience et se fixer les bonnes questions étape par étape de la production d'une campagne, c'est déjà un excellent début. Et donc cet itinéraire va nous faire revenir d'ailleurs sur un certain nombre de sujets qu'a abordé Cyril, sur la qualité des données, sur les conditions d'usage de ces données, sur les risques ou les limites juridiques de certaines itérations créatives que je vous propose de sillonner rapidement. Et ça commence évidemment, Cyril en parlait également, par les data. C'est vrai que ces fameux jeux de données sur lesquels votre solution d'IA va construire ses réponses, c'est central effectivement. La qualité de la réponse dépend de la qualité de la donnée. Et vous l'avez rapidement vu ici précédemment, sans données précises, sans données cohérentes, on va forcément rapidement dans le décor. Certes, les progrès sont spectaculaires, mais il y a encore quelques mois, quand on faisait des requêtes sur l'histoire politique française, je crois que Édith Cresson n'était pas présentée comme l'une des premières ministres de notre beau pays. Alors depuis, on a fait le check ce matin, ça a été corrigé, mais c'est Elisabeth Borne qui, elle, n'est pas dans les radars. Donc il y a encore du boulot sur ces données-là. Et effectivement, la qualité ou l'absence de qualité de données peut avoir un impact qui est d'abord de l'ordre des fournisseurs de solutions d'IA avant d'être un enjeu aussi pour les acteurs comme nous. Évidemment, notamment les solutions généralistes qui vont aspirer la totalité des données du web ont forcément un enjeu pour lutter contre la désinformation qu'évoquait Cyril. Une statistique pour compléter le propos sur le sujet, il y a une étude qui estime qu'on déverse l'équivalent d'1,5 milliard de news imparfaites, incorrectes, erronées dans les médias sociaux, qui sont forcément un défi quand il s'agit d'utiliser ces jeux de données pour essayer de dépeindre une réalité qui soit positive. Et si vous devez retenir un principe simple pour fixer cette idée quant à la qualité des données, je dirais garbage in et garbage out. En gros, si la qualité des données est merdique à l'entrée, on a de fortes chances que la qualité du résultat le soit aussi. En pratique, pour connaître effectivement des sécurités sur ce sujet, le mieux, c'est quand même de jeter un œil sur les conditions générales d'utilisation de ces solutions. Alors, j'entends qu'en qualité de communicant, ce ne soit pas forcément une passion de lire les mentions légales des fournisseurs. N'hésitez pas à solliciter dans ces cas-là vos équipes juridiques pour le faire. C'est quand même un garde-fou pour pouvoir mesurer la nature des données qui sont exploitées, entraînées, proposées, les conditions aussi de sécurité dont vous pouvez disposer quant à leur usage. Et à titre d'illustration, dans notre univers créatif, au-delà des textes, les images, vous connaissez peut-être Shutterstock, qui est une grosse banque d'images internationale, qui a déployé une API plutôt rassurante qui permet à des agences comme des annonceurs de pouvoir produire des images assistées par l'IA à partir d'un volume d'illustrations, de photos, de vidéos qui sont clearées, donc sécurisées, qui apportent un minimum de garantie de résultats et d'usage pour vos campagnes. Pour continuer notre voyage et nos questionnements en matière de données,
Il faut aussi s'interroger sur le sort qui est attribué à nos données personnelles, à données confidentielles, effectivement, quand on joue avec ce type de solution. En théorie, on a un certain nombre de textes qui nous protègent, le RGPD, la protection de la vie privée, mais on constate à l'usage que effectivement, on peut avoir certaines dérives avant une régulation et une mise en conformité. Vous connaissez peut-être cette illustration de l'année passée en 2023, où au début d'avril 2023, ChatGPT a révélé que des données confidentielles émanant de collaborateurs Samsung avaient été diffusées, intégrées dans ce jeu de données pour être entraînées et recrachées sur un certain nombre de requêtes. Ça pose forcément des problématiques effectivement de sécurité qui ont été réglées, puisqu'effectivement les choses évoluent très vite, mais qui montrent à quel point il faut effectivement se poser les questions de cadre, et là encore, s'appuyer sur les conditions générales d'utilisation. En pratique, éviter des comptes publics et préférer des comptes privés pour pouvoir négocier un certain nombre d'exclusions, un certain nombre de filtres qui vous permettront d'avoir le maximum de sécurité dans les données sensibles, confidentielles que vous pouvez intégrer. Et moi, je prends un petit peu d'eau. Autre sujet important, comment limiter les risques en matière de contrefaçon. C'est l'un d'ailleurs des sujets les plus discutés. Là encore, on est normalement, notamment en Europe, protégé par un certain nombre de droits, le droit de la personnalité, le droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, et à juste titre, hein, parce qu'on peut comprendre que le monde créatif et artistique s'émeuve de la déconcertante facilité avec laquelle on peut copier, on peut faire à leur manière tout près, c'est emprunter l'héritage créatif d'un certain nombre d'artistes. Ça se voit notamment dans la musique, des chansons, des musiques qui peuvent être en effet générées très très facilement. On voyait l'avatar réalisé par Cyril, même si le travail de voix n'est pas tout le temps parfaitement abouti. Un certain nombre de solutions qui permettent quand même d'imiter presque parfaitement certains artistes et d'aspirer la totalité de leur registre pour imaginer des créations qui posent forcément des problématiques de droit. Et là encore, le sujet n'est pas totalement réglé. On vous a mis sous les yeux l'exemple de la discussion concernant un artiste qui s'oppose à des musiciens comme Drake et The Weeknd, artistes qui, sans leur avis, à emprunter leur voix, à aspirer à un certain nombre d'historiques musicaux les concernant pour pouvoir créer un titre de toute pièce qui a d'abord été évidemment mis très très vite de côté, considérant qu'il pillait le droit d'auteur, mais les choses ont évolué et sans être statuées aujourd'hui, laissent envisager des nouvelles façons de protéger et de construire du droit et de la créativité en protégeant la voix des artistes, en l'occurrence celle de Drake et de The Weeknd, mais en reconnaissant, et c'est un débat qui est en cours aujourd'hui, la qualité de création de la personne, en l'occurrence ce ghostwriter, qui, à partir de ses voix et à partir de ce répertoire et d'une solution d'IA, a réussi, par itération créative, à démontrer une certaine forme de créativité, une certaine forme de personnalité qui pourrait appeler une protection créative. Donc vous le voyez que ces questions techniques, juridiques et quelque part éthiques sont aujourd'hui en débat et méritent notre attention quand on fait joujou avec ces solutions et en pratique. Là encore, dans l'exercice de nos fonctions, quelques principes simples autour de la conclusion de cette campagne qu'on a beaucoup appréciée de Becherel, qui démontre à quel point effectivement la qualité des prompts est importante pour obtenir des résultats satisfaisants et sécurisants, qui vont, pour les prompteurs aguerris, peut-être paraître des rappels, mais naturellement la qualité des prompts
est une garantie contre la contrefaçon, contre l'exploitation d'antériorités créatives qui sont protégées par le droit d'auteur, et à commencer par l'évitement de certaines formules toutes faites comme à la manière de. Je sais que pour certains, vous en êtes très loin, mais ça reste quand même d'actualité, un certain nombre de formulations qui sont à éviter, et évidemment à privilégier une itération qui soit le reflet d'une personnalité unique de marque ou d'équipe créative pour obtenir un résultat qui soit original et qui se préserve de ce type de problématique. Garder l'historique de l'itération est aussi une manière de démontrer sa créativité. Et évidemment, également, avoir un regard critique. C'est d'ailleurs le principal point qu'on nous invite à systématiquement avoir, quelles que soient les solutions d'IA. C'est un retour critique sur le résultat. À titre d'illustration, pour faire une petite pause en image, voici une campagne de Noël 2023, donc elle a bientôt un an, qui a été réalisée par l'agence. Et qui, somme toute, pourrait n'appeler aucune question, aucun retour d'analyse sur la composition de cette image qui a fait appel à la Midjourney, notamment pour la composition du personnage. On pourrait se dire, bon, pas de question existentielle concernant les droits, parce qu'après tout, le Père Noël, on considérait qu'il fait partie du patrimoine public. Mais derrière cette première début de sécurité, en fait, se cachent des questions potentiellement sensibles sur le style de l'image, sur la composition des vêtements, sur la nature des accessoires. Et un exercice critique a été mené en collectif avec les créatifs, avec les équipes conseils, avec les équipes juridiques, pour vérifier qu'il n'y avait aucun élément distinctif qui pourrait appeler une procédure en contrefaçon, et donc nous prémunir, nous garantir d'un usage apaisé de ce type de campagne. Elle a eu lieu, tout s'est bien passé, elle était à la fois créative, originale et sécurisante d'un point de vue juridique, mais ça nécessitait quand même d'y réfléchir un peu. Et en juste retour, effectivement, si on veut veiller à éviter de piller certaines antériorités, en bon créatif ou en responsable de marque, on peut aussi logiquement s'interroger sur la manière de protéger une création qui serait produite avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors c'est là encore une question excellente qui n'est pas facile à circonscrire dans l'absolu, parce que pour ceux qui font de la création et qui ont, par exemple, été amenés à accompagner la création d'une marque, c'est pas une mince affaire. À titre d'illustration, il y a 100 000 marques qui sont déposées par an. Donc autant dire qu'il y a beaucoup d'antériorité et qu'il faut une certaine créativité, une certaine attention pour pouvoir produire quelque chose d'original et le protéger. Effectivement, avec une solution d'IA, le brouillard peut s'épaissir et le travail de jurisprudence est encore en cours. Il se fonde sur les notions là encore, de droit d'auteur existants, et protéger une création suppose que celle-ci soit empreinte de la personnalité de son auteur. Donc ça veut dire qu'il faut que, si je paraphrase Oscar Wilde, qu'on soit résolument soi-même et pas dans l'imitation, les autres étant déjà pris, pour pouvoir imaginer, protéger une création et pouvoir la déployer comme on le souhaite. En pratique, là c'est les équipes juridiques qui nous accompagnent, qui nous ont relevé cette petite photo internationale. Il y a autant de jurisprudence et autant de décisions que de cas s'agissant de la protection d'une création assistée par IA générative. Si on prend quelques décisions réalisées en 2023, à Columbia, aux États-Unis, la protection a été refusée au titre que le rôle de l'utilisateur par rapport à la solution avait été mineur, c'est-à-dire quelques prompts incapables de justifier d'une création originale. En revanche, à Prague, un tribunal de Prague s'est prononcé sur l'admissibilité du droit d'auteur, considérant qu'il fallait faire, dans ce cas, la preuve d'une itération
original, qui soit le reflet de la personnalité d'une marque ou d'une équipe. Donc, rend possible la protection d'une création assistée par IA, alors que la Cour Internet de Pékin, alors il n'y a pas de, c'est bien la formule, il y a une Cour Internet qui tranche sur ces décisions d'un point de vue digital, pardon, qui considère qu'une image créée par IA est protégée par le droit d'auteur. Donc, vous voyez, 3 situations géographiques et 3 décisions différentes concernant la protection de la création. Ensuite, je vais passer rapidement sur ce sujet qui a été très très bien couvert par Cyril précédemment. C'est effectivement paradoxalement le sujet sur lequel on est le plus engagé en qualité d'agence conseil en création, en qualité de marque, effectivement. Tant il peut avoir d'impact dans le rapport au monde et dans la vie des gens concrètement. C'est effectivement les données, les données peuvent produire des biais, des risques de discrimination. Ça peut provenir, comme Cyril le rappelait, de données utilisées pour l'apprentissage qui ne soient pas représentatives. Alors, on a les mêmes références ou presque. Là, on parlait tout à l'heure des CEO. On a effectivement le prompt d'une secrétaire qui effectivement nourrit tous les stéréotypes contre lesquels on souhaite lutter. Une statistique complémentaire pour fixer l'enjeu sur lequel les fournisseurs d'IA doivent bosser autant que les utilisateurs comme nous, c'est la composition même des boards techniques qui composent les entreprises d'IA Gen. Selon l'UNESCO, seulement 22% des personnes qui conçoivent des algorithmes sont des femmes. On voit que ces solutions sont le reflet de la société et que c'est la société elle-même qui doit évoluer pour limiter ce travail de biais. On a évidemment des progrès et un certain nombre de campagnes, on en a quelques exemples ici, qui dénoncent les résultats biaisés, et c'est aussi ces campagnes, ce retour vis-à-vis de ces solutions qui font bouger les lignes. Je vous propose de regarder une petite vidéo de Itch qui témoigne d'autres biais et d'une manière originale de les limiter ou de travailler dessus. C'est abusé. Ah ouais, c'est chaud.
Une opération de com plutôt réussie. Et en parallèle de ces opérations de com plutôt réussies, il existe aussi évidemment des outils qui permettent d'automatiser, donc de simplifier le contrôle de conformité sur ces critères green ou sociétaux. Et le groupe Publicis a notamment développé un outil anti-greenwashing que je vous propose, Camille, si tu veux dérouler la vidéo, qui permet de gagner vraiment du temps dans la vérification en amont d'avis légaux, et qui est un outil super intéressant où on glisse, l'ensemble des équipes Publicis peuvent glisser des campagnes réalisées par leurs équipes, et l'outil analyse cette campagne et permet d'avoir une revue sur l'ensemble des éléments qui sont sujets à discussion en termes de représentation, en termes de discours, et fondé sur l'un des textes les plus exigeants en la matière, qui est la recommandation développement durable de l'ARPP. Il y a un certain nombre de critères, et ces critères sont assez exigeants. Donc, monter en attention sur ces critères pour s'assurer que ce qu'on signe ensemble, marque et agence, soit le reflet de la société telle qu'on souhaite la voir, et pas telle qu'elle est parfois représentée de manière stéréotypale par les solutions d'IA. Autre sujet sensible et pas si clairement ou fraîchement documenté, on l'a traversé rapidement dans la première partie, c'est l'impact environnemental de l'usage exponentiel de ces outils, qui réclament effectivement directement ou indirectement beaucoup de ressources en eau, en énergie. Et on peut se demander si c'est effectivement raisonnable de multiplier les prompts pour répondre à toutes nos questions existentielles, ou si c'est vraiment utile de participer à tous les concours de cartes anniversaires du quartier. Non, pas nécessairement, et même évidemment à titre professionnel, être en conscience de l'impact de nos requêtes. Alors, quelques statistiques pour illustrer le point sur la consommation d'eau et d'énergie, et ce sont des statistiques malheureusement qui ne sont pas totalement récentes, puisqu'il y a une certaine opacité qu'on peut très bien comprendre des grands opérateurs et GAFAM quant à leur consommation, mais on pointe du doigt effectivement les dérives des GAFAM en matière d'émissions de CO2 ou de consommation d'eau. On voit qu'elles ont été multipliées les dernières années. Dans son dernier rapport environnemental, Google a révélé avoir prélevé 28 milliards de litres d'eau dans l'année, les 2 tiers d'eau potable, pour refroidir ces data centers, et des data centers qui sont de plus en plus mobilisés effectivement pour suivre le mouvement exponentiel de traitement de données associés à ces usages. Et effectivement, on peut questionner la soutenabilité de la consommation énergétique associée à ces modèles, même si effectivement il y a tout un tas de progrès qui sont faits, notamment par Nvidia sur la partie puce, sur la partie carte. Il est évidemment difficile par ailleurs de comparer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, et ce n'est pas forcément le débat, mais parfois en matière d'usage, parce que là ça nous concerne directement les uns les autres, on peut s'interroger sur la pertinence de solliciter une solution d'intelligence artificielle. Il y a un petit exercice de comparaison qui a été mené sur une activité assez simple de reconnaissance d'animaux sur des photos. Et on a constaté, on a fait vraiment l'analyse en essayant de neutraliser et d'identifier les mêmes variables en termes de consommation d'énergie, et constater que pour reconnaître des animaux sur une photo, une solution d'intelligence artificielle consommait 10 fois plus d'énergie que notre cerveau biologique. Manière peut-être effectivement caricaturale de fixer l'idée qu'il n'est pas forcément toujours bon de se ruer sur ce type de solution pour pouvoir obtenir un résultat, et entraîner nos cerveaux ou pondérer l'usage de nos solutions d'intelligence artificielle seront certainement aussi des principes simples d'usage modéré, responsable aujourd'hui et à l'avenir. Évidemment, tout ne dépend pas
que de nous. Les solutions, les fournisseurs d'IA générative ont aussi évidemment une grosse part de responsabilité dans l'optimisation de leurs infrastructures, dans l'optimisation de leur modèle. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite pour que l'un dans l'autre, on puisse pouvoir utiliser ces solutions dans la durée. Et pour terminer cette balade éthico-juridique dans le monde merveilleux des IA génératives au service de la création, un petit mot sur la transparence, effectivement. On parle beaucoup de la transparence liée aux fournisseurs dans le cadre de ce qui leur est imposé en matière de réglementation européenne. Mais la transparence est aussi un enjeu entre nous. La transparence des agences vis-à-vis de leurs clients pour discuter ouvertement de l'intégration de ces solutions d'IA dans le créatif. On a, comme dans toute communauté, des early adopters qui veulent absolument s'emparer de ces outils et le plus tôt possible. On pourrait parler de Castorama assez tôt sur des usages de parcours client qui a été accompagné par le groupe Publicis, vraiment les premiers mois de génération de ce type d'outils. Et en parallèle, d'autres structures qui souhaitent minimiser l'usage des solutions d'IA, justement pour des questions d'éthique. Et cette transparence-là, elle est plutôt saine pour le développement de nos métiers. Voilà, le parcours s'achève et permet de fixer en quelques points les principales questions qu'on se pose quand on produit une campagne, et évidemment qu'on partage avec l'ensemble de nos partenaires, de nos clients, et questions qu'on vous invite évidemment à vous poser pour ne pas forcément avoir 100% de garantie, mais en tout cas avoir fait les choses en conscience pour concilier créativité et responsabilité. Merci, et je passe maintenant la parole à Alex qui va vous restituer la façon dont le groupe Publicis a intégré l'IA et partager quelques repères et quelques tips assez utiles pour toute entreprise qui souhaite accélérer sur ces questions. Yes. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'idée, c'est de partager avec vous la manière dont on s'empare de ce changement chez Publicis, qui est, vous l'imaginez, un changement qui est absolument d'envergure, comme l'a précisé Cyril tout à l'heure. Très succinctement, pour comprendre un peu notre démarche et comprendre ce qui nous travaille au corps depuis un peu plus de 2 ans maintenant, il faut un peu nous connaître et une image ultra rapide du groupe Publicis en France, c'est de bien comprendre que on est un grand groupe, plus de 5000 talents répartis dans plus de 25 agences qui couvrent tout le périmètre et la chaîne de valeur du conseil en marketing communication en France. Donc, on a des métiers différents et on a la chance d'avoir des clients avec des problématiques similaires, mais dans des secteurs d'activité différents. Okay, donc, vous le voyez ici, on a un panel extrêmement large de solutions, on a un panel extrêmement large de talents, et quand on réfléchit à l'impact des IA génératives sur nos métiers et comment on va pouvoir servir nos clients, initier le changement, ça va donc logiquement demander que l'on se parle, qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de priorités et puis surtout qu'on gère plusieurs fers sur le feu pour agir vite, en responsabilité, à court, à long terme, tout ça en transformant nos pratiques, mais évidemment en accompagnant nos clients dans ces transformations. Comme l'a dit Bill, c'est pas une paille, cette transformation, elle est complètement en train de Cyril l'a rappelé tout à l'heure, de nous faire entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle révolution, mais on va dire que ça n'en fait un challenge encore plus intéressant. Alors, l'intérêt, un des plaisirs de travailler dans un grand groupe comme Publicis, c'est qu'il y a souvent des avances, on est souvent en avance de phase, et là, il faut reconnaître que sur la partie IA, on était un petit peu au parfum depuis quelques temps, on le sait, les IA génératives, etc., ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, et ça nous permettait notamment d'utiliser, de créer des éléments pour notre communication interne. Donc, par exemple, vous voyez l'avatar 3D en haut à gauche, ou évidemment de servir nos clients, que ce soit Sony avec de la retouche d'image en bas à droite, ou que ce soit Cartier avec le film de Guy Ritchie, où on a
Catherine Deneuve en mode parapluie de Cherbourg, qui est sorti il y a quelques temps déjà. Donc ça, c'était pour la partie création. On avait effectivement déjà l'opportunité d'utiliser des IA génératives, mais il faut savoir qu'au sein même du groupe et en son sein le plus profond, c'est-à-dire dans l'intranet du groupe au niveau mondial, on utilise les IA depuis mi-2018 à peu près, grâce à un partenariat avec Microsoft autour de ce que l'on appelle chez nous Marcel, du nom du prénom du fondateur de Publicis, Marcel Bleustein-Blanchet. Et donc, c'est notre Internet groupe auquel on accède tous les jours, avec lequel on va pouvoir partager énormément d'informations, avoir accès à des études, à des retours d'expérience, à des cas, discuter avec n'importe quel collaborateur, collaboratrice du groupe, et par exemple suivre tout ce qui est la partie RH dans le groupe. Donc c'est vrai que il y a eu cette opportunité. On sait que Publicis c'est un groupe qui a mis la tech au cœur de sa démarche depuis longtemps. Mais l'élément déclencheur, Cyril, tu le rappelais tout à l'heure, on est quasiment, je crois, 2 ans jour pour jour de la démocratisation de l'utilisation de ChatGPT, puisque c'est à peu près 30 novembre, je crois, 2022, que ChatGPT a rendu son accès public, et on sait que la progression a été fulgurante. Donc, très rapidement, on s'est rendu compte que des IA génératives, il y en avait pour tous les goûts. Et on a une agence dans le groupe Publicis qui s'appelle Léo Burnett, qui a créé cette cartographie il y a plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, en mars 2023, des IA qui pouvaient impacter les métiers de la création. Et vous le voyez déjà, il y en avait un paquet. Donc comment faire quand on en a autant, et comment est-ce que ça impacte l'ensemble de nos métiers? Si schématiquement, on vient se représenter que dans un métier d'agence, on a une phase d'exploration stratégique et créative. On pense vite au planning stratégique, on pense à la data, on pense à la collecte et à la génération d'insights, etc. On a aussi évidemment toute cette partie création, d'accord, qui peut être la création from scratch de contenu créatif, ou qui peut être de la transformation de contenu. Je pense aux réseaux sociaux notamment, sur lesquels on utilise aujourd'hui pas mal cela, mais aussi à l'optimisation de la performance. Et je pense beaucoup à nos agences médias qui sont évidemment sujettes à cette optimisation depuis longtemps, et qui ont intégré les IA, heureusement, depuis longtemps dans leur pilotage de la performance. Donc si schématiquement on se représente l'ensemble des métiers de cette manière, on s'est vite rendu compte que la partie production, c'est à celle qu'on pense tout de suite lorsque on pense à l'impact des IA sur les métiers de la communication et du marketing. La partie production, on l'a vu tout à l'heure, dans de la génération d'images, dans de la génération de textes, de vidéos, etc. Elle peut être raccourcie, certes, mais l'ensemble du projet ne l'est pas forcément, loin de là, parce que, vous l'avez bien vu dans le parcours itinéraire éthique que Sylvain vous a proposé juste avant, il faut encadrer énormément en amont, et surtout, il faut vérifier énormément à la sortie, avant de publier ou de sortir une campagne, que tout ça va bien respecter un certain nombre de prérequis, parce que les pièges sont extrêmement nombreux. Donc en fait, la durée du projet n'est pas nécessairement raccourcie, et c'est juste le poids des différentes rubriques, très très schématiquement représentées ici, qui va être différent. Attends, juste 30 secondes, Ouais. il faudrait que tu actives ton son et que je désactive le mien pour qu'on t'entende mieux. Tout cela, dès le départ, on l'a fait avec une volonté de préserver la relation que nous avions avec nos partenaires de production, tous les acteurs et les actrices, voix, les rédacteurs, les Hoffman, etc. Puisque la volonté, ce n'était pas du tout de basculer dans une digitalisation de la création d'un certain nombre de tâches qu'on pourrait imaginer être un peu rébarbatives, répétitives, mais vraiment de garder le lien avec eux. C'est aussi une logique d'économie, de travailler avec eux. On soutient un certain nombre d'artistes et de professionnels là-dedans. Et en fait, ce que l'on a vu arriver par la suite, c'est que on a toujours besoin de ces profils-là pour créer, par exemple, imaginons un spot radio pour une grande enseigne de distribution qui est cliente du groupe en France, mais lorsque l'on a envie de personnaliser ces spots radio pour en créer 50 et pour annoncer des promotions sur tout un tas de produits, là, on va pouvoir mettre à profit l'IA générative pour nous permettre de faire cette déclinaison. Donc, dès le départ, on a été vigilant là-dessus,
Et notre obsession chez Publicis, c'est l'idée. Donc tout cela devait servir l'idée et faire en sorte qu'on puisse on puisse toujours avoir cette obsession en tête. Alors, le tout premier temps de réaction, qui a vraiment duré quelques semaines, ça a été de répondre à nos clients, et on avait des early adopters, un certain nombre de clients qui étaient très sensibles sur ces sujets-là, donc il a fallu les accompagner, et aussi encadrer les premières pratiques de l'interne. Donc là, on parle de début 2023, et vous ne pouvez pas très bien lire, je pense, c'est un peu petit, mais l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail là-dessus, mais on a fait circuler un certain nombre de guidelines dans le groupe pour venir vraiment encadrer les pratiques de chacun et de chacune afin d'éviter quelques problématiques. Puis, on a dessiné une démarche de 3 grandes étapes que je vais couvrir un petit peu rapidement. On pourrait revenir après si vous le souhaitez, mais on est un petit peu en retard, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu là-dessus. Mais vous découvrez ces 3 étapes, elles peuvent paraître assez évidentes, et je vais découvrir par la suite. Mais il a fallu d'abord, dans un premier temps, se demander quels étaient nos principaux enjeux prioritaires dans l'intégration de ces pratiques au sein des métiers du groupe. Et vous l'avez bien vu, parce que sur la partie légale, éthique, c'est un sujet qu'on a quand même pas mal couvert depuis tout à l'heure, qui est l'élément qui nous réunit aujourd'hui. Mais évidemment, derrière, bien, on pense à nos clients, donc quels risques, quelles opportunités pour eux. On pense à la position de l'agence et du groupe sur son marché. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent être source de risques, apporter plus de concurrence? Comment est-ce qu'on peut garder notre leadership sur ce marché-là? Évidemment, pour nous, est-ce que ce sont des opportunités business? Et puis, ça, c'est assez particulier à cette révolution technologique. Est-ce qu'on va arriver à garder le rythme des évolutions, puisque toutes les semaines ou tous les mois, on voit qu'il y a des changements et qu'il faut rapidement mettre à jour nos usages à ce niveau-là. Très schématiquement, la manière dont on a géré la définition de la démarche pour ensuite déployer cette adoption au sein du groupe. Et je vous le disais tout à l'heure, plus de 5000 collaborateurs, plus de 25 agences, à peu près 600 clients en France, c'est forcément quelque chose de lourd en termes de transformation à gérer. En 5 points synthétiques, le premier point, ça a été de partager un tronc commun d'informations avec l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices du groupe autour de sujets qui couvrent la compréhension, la bonne compréhension de ce qui se passe. Donc là, on est assez tôt en 2023. Ensuite, les impacts juridiques et éthiques. Vous voyez qu'on a vraiment cette obsession en tête de faire les choses d'une manière responsable. Ensuite, les éléments de créativité et les usages permis par les IA dans, d'un côté, la réalisation de création et de produits créatifs, et de l'autre côté aussi, vous l'avez vu tout à l'heure dans les métiers, sur la partie très amont, très stratégique, la manière dont les IA peuvent nous aider à booster un peu le planning stratégique et la réflexion amont. Ensuite, comme on veut faire adopter les usages, il faut le faire dans un cadre qui soit sécurisé. Et grâce à la plateforme Marcel, dont vous voyez une petite capture écran ici, on a pu rapidement avoir accès, nous, collaborateurs et collaboratrices du groupe, à un certain nombre de solutions dans des environnements sécurisés. Donc, ces solutions, c'est obtenu grâce à un certain nombre de partenariats clés, et ça nous permettait de faire en sorte que toutes les données qui rentraient, donc tous les prompts, toutes les données qui sortaient des résultats soient couverts dans un coffre-fort qui fait qu'ils ne sont pas partagés avec les corpus de données des IA, et donc on évite typiquement ce que Sylvain rappelait tout à l'heure, la fuite de données de Samsung. Et puis c'est surtout que souvent des données, ce sont celles de nos clients, on ne les maîtrise pas, ce ne sont pas les nôtres, donc il faut être extrêmement vigilant sur ce sujet. Une fois qu'on a établi un tronc commun, un corpus commun d'informations et de mise à niveau de tout le monde, et qu'on a cet environnement qui est safe, là on a permis aux agences d'aller adapter la culturation à ces IA à leur manière, et on a créé soit de l'atelier de formation au prompt, l'atelier de partage avec des partenaires, on peut citer Adobe par exemple pour nos équipes créatives, ou alors l'intégration dans des usages un peu récréatifs, parce qu'il ne faut pas être que sur la peur ou la crainte des IA, il faut aussi que ces usages soient intégrés par tout le monde, et donc création de challenges, de jeux concours en interne.
Donc là, au niveau de chaque métier et chaque agence, chacun a pu adapter l'intégration des IA dans dans ses usages. Et enfin, dans cette partie adoption, on a lancé plus tôt cette année au niveau du groupe un outil qui s'appelle Play et qui est en fait un outil qui permet de se créer son propre parcours de formation personnalisé, donc qui est accessible uniquement aux collaborateurs et collaboratrices du groupe pour venir faire sa propre formation aux IA. Et ça, c'est grâce aux nombreux modules de formation qui sont présents dans notre outil Marcel. Il y en a plus de 16 000 au niveau mondial, notamment en partenariat avec LinkedIn, mais pas que. Et donc, en renseignant ces quelques informations, on arrive toujours à créer un parcours de formation qui peut nous permettre en fonction de notre niveau d'acculturation, de notre métier et de l'industrie dans laquelle on travaille, du secteur d'activité dans lequel on travaille, eh bien, de pouvoir se former soi-même pour les IA. Donc là, c'est la phase d'adoption dans laquelle on baigne toujours. Et puis, il y a une phase d'accélération qui a été annoncée un peu plus tôt cette année notamment par Arthur Sadun, notre PDG, qui s'appelle Core AI. Et pour celles et ceux qui auraient éventuellement un peu d'historique sur le groupe Publicis en France, qui ont suivi un peu sa progression depuis une quinzaine d'années, Publicis, il y a une quinzaine d'années, c'était une holding company. Donc, il y avait des agences qui avaient chacune leur PNL et qui travaillaient chacune pour leurs clients. On a déciloté la démarche, à l'époque, sous l'égide de Arthur Sadoun et de Maurice Lévy, ça a été déciloter cette vision de verticalité dans la holding company pour devenir une plateforme de compagnie. Aujourd'hui, on a la chance, et notamment nous, chez Publicis Active, de travailler avec toutes les entités du groupe pour fournir à nos clients et à nos prospects les solutions dont ils ont tout simplement besoin. Donc, on fait fi de toutes les verticalités pour cela. Et là, on va transiter vers une Intelligent System Company, très succinctement, Core AI et l'Intelligent System Company, ça a été résumé à travers 5 compétences clés qui sont là, à partir de maintenant, boostées à l'IA pour, en fait, essayer de supercharger, de rendre en super-héros un peu tout le monde au sein de l'agence sur de la collecte d'insights en amont sur la partie strat, sur de la création d'éléments, d'assets créatifs. Je pense notamment à la campagne Total pour la Coupe du Monde de rugby l'année dernière où on a pu à la volée générer énormément de visuels et de vidéos qui à chaque fois ont été personnalisés dans des médias spécifiques. Évidemment, ça booste le média. Ça booste aussi les solutions clés développées, soit pour l'interne, mais évidemment aussi pour nos clients. Et après, c'est un sujet forcément plus interne, c'est que ça booste aussi notre manière de travailler et de collaborer avec nos clients sur des points d'opération, de gestion client plus rapides, plus précis et plus efficaces. Okay, et tout ça, notamment, c'est rendu possible par le fait que dans le groupe, on possède l'accès à énormément de données et ça nous permet de créer, de générer nos propres modèles de données. C'est partagé, notamment, je pense, beaucoup sur le marché américain. Et ça nous permet d'avoir des éléments pour faire tourner notamment cette partie insight. J'en terminerai là-dessus avec vous aujourd'hui en disant très simplement que dans notre démarche, dès le début, on y a vu l'immense opportunité de ces outils de productivité qui doivent servir la création, qui sont à surveiller de près, parce que dans leurs évolutions, et notamment par rapport au cadre juridique et éthique, comme on a vu ce matin. Mais la nécessité, c'est d'adopter les bons comportements, les bonnes pratiques pour servir l'idée, et tout en maintenant un rythme de formation et d'acculturation qui permettent à tout le monde de suivre. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin, et je nous laisse avec les équipes de la Bryce Marketing Academy.